J'ai laissé mon appartement à ma sœur pour 1 mois. En rentrant, j'ai découvert qu'elle avait absolument tout vendu. Un acte de trahison impensable s'est transformé en un voyage de découverte qui a changé nos vies à jamais. Entre larmes, secrets de famille et une vérité dévastatrice, j'ai appris le vrai sens du pardon. Une histoire qui pose la question: qu'est-ce qui vaut le plus? Les objets ou les liens du sang? Préparez-vous à des montagnes russes émotionnelles. Abonnez-vous, laissez un like et commentez pour nous dire d'où vous regardez. 30 ans. Voilà exactement 30 ans que je dédie ma vie à enseigner aux enfants dans une petite ville de Normandie où tout le monde connaît tout le monde. 30 ans à me lever à 5 heures du matin, à préparer mes cours jusque tard dans la nuit, à corriger les copies les week-ends. 30 ans à économiser chaque centime, renonçant au mariage, aux enfants et même à un animal de compagnie. Tout ça pour réaliser un unique rêve, voir les champs de lavande en Provence. Cela peut sembler idiot pour beaucoup, mais depuis que j'ai vu ce reportage à la télé, à 16 ans, cette image n'a jamais quitté mon esprit. Une mer violette sous le ciel le plus bleu qu'on puisse imaginer. Et enfin, j'avais réussi. Le billet acheté, les réservations faites, l'itinéraire méticuleusement planifié comme seule une professeure de géographie avec un TOC non diagnostiqué saurait le faire. 1 mois entier loin de ma routine, loin des voix stridentes des enfants, loin des problèmes familiaux qui me poursuivent depuis toujours. Mais la vie a un sens de l'humour particulier, n'est-ce pas? Surtout quand il s'agit de ma famille. 3 jours avant le voyage, je reçois un appel d'Hélène, ma sœur cadette. La voix étranglée par les pleurs, les mots entrecoupés de sanglots. « Renaud m'a quittée », disait-elle, comme si le monde s'écroulait. Bon, son monde à elle s'écroulait peut-être vraiment. Le 4e mari en 15 ans, un record même, pour Hélène. Il a simplement dit qu'il ne m'aime plus, Céline. Comment quelqu'un peut-il arrêter d'aimer comme ça d'un coup? J'ai respiré profondément, retenant l'envie de dire que le problème n'était peut-être pas que l'amour s'arrête d'un coup, mais qu'il commence d'un coup, comme ça lui arrivait tous les 2 ans. J'ai mordu ma langue. J'ai appris, il y a longtemps, que donner des conseils à Hélène, c'est peine perdue. Et maintenant, je n'ai nulle part où aller, continua-t-elle. La maison est à lui, tu sais comment c'est. Je n'ai mis mon nom sur rien. Bien sûr qu'elle n'avait rien mis à son nom. Hélène a toujours été la romantique de la famille. Moi, la pratique. Elle, la jolie. Moi, l'intelligente. Elle, l'aventurière. Moi, la prudente. Des étiquettes collées sur nous depuis l'enfance par une mère qui ne voyait pas 2 filles, mais seulement 2 faces opposées de la même médaille. Hélène, mon voyage est réservé, tu le sais. J'ai économisé toute ma vie pour ça. Je sais, sanglota-t-elle plus fort. Mais c'est juste pour quelques semaines, le temps que je m'organise. S'il te plaît, Céline, tu es mon seul espoir. Et me voilà, une fois de plus, jouant le rôle de la sœur responsable. La tante qui ne dit jamais non. La femme qui fait toujours passer les besoins des autres avant les siens. D'accord, soupirai-je, vaincu par mon propre sens du devoir. Tu peux rester dans mon appartement pendant mon absence. Tu es un ange, s'exclama Hélène, la voix soudainement plus enjouée. Comme toujours. Je lui ai remis les clés 2 jours plus tard. J'ai tenu à lui montrer chaque recoin, chaque tiroir, chaque interrupteur. Je lui ai expliqué pour l'arrosage des plantes, pour Madame Dubois du 302, qui aurait le double des clés, pour la serrure de la porte de la salle de bain qui coinçait parfois. Et s'il te plaît, Hélène, prends bien soin de mes affaires, surtout de la commode de grand-mère et du service à thé de maman. Elle a levé les yeux au ciel, comme elle le faisait depuis l'adolescence chaque fois que je disais quelque chose de trop évident. Détends-toi, Céline. Je ne suis plus une enfant. Je vais m'occuper de tout comme si c'était à moi. Si j'avais su ce que ces mots signifiaient réellement, j'aurais annulé le voyage sur le champ. Mais je n'ai pas annulé. Je suis partie pour la France le cœur léger et l'âme prête à réaliser un rêve vieux de plusieurs décennies. Et c'était exactement comme je l'avais imaginé. Les champs de lavande s'étendant à perte de vue, l'arôme doux dans l'air, le soleil de Provence réchauffant ma peau déjà marquée par le temps. J'ai pris des centaines de photos, acheté des sachets parfumés. J'ai même pleuré en voyant le coucher de soleil à Valençol. Pendant 1 mois entier, j'étais juste Céline, pas la professeure, pas la fille exemplaire, pas la sœur responsable. Juste moi. Le retour en France est arrivé trop vite. Dans l'avion, je planifiais.
Déjà, comment réorganiser mes économies pour revenir l'année suivante? Peut-être pourrais-je aussi voir les champs de tulipes en Hollande. Mon esprit bouillonnait de possibilités tandis que le taxi me ramenait de l'aéroport à la maison. J'ai monté lentement les escaliers de l'immeuble, les jambes fatiguées par le voyage. Quand je suis arrivée au 3e étage, la porte de l'appartement 304, mon appartement, était entr'ouverte. J'ai pensé qu'Hélène m'attendait peut-être, qu'elle avait préparé un café pour m'accueillir. Cette pensée a duré exactement 3 secondes, le temps qu'il m'a fallu pour pousser complètement la porte et voir le vide. Vide. Ce n'est pas une métaphore. Mon appartement était littéralement vide. Sans meubles, sans électroménager, sans tableau au mur, sans rien. Même les rideaux avaient disparu. Ma première réaction fut de penser que j'étais entrée dans le mauvais appartement. J'ai regardé le numéro sur la porte, 304. J'ai regardé les clés dans ma main. J'ai regardé à nouveau l'espace vide qui avait été un jour mon foyer. Mon cerveau refusait de traiter ce que mes yeux voyaient. « Hélène » appelai-je, la voix résonnant sur les murs nus. Silence. J'ai laissé tomber ma valise par terre. Le son a réverbéré dans l'appartement comme un tonnerre dans une grotte. J'ai marché en transe jusqu'au milieu du salon, ou ce qui était autrefois le salon. Même le tapis persan que j'avais payé à crédit sur plusieurs années n'était plus là. Juste le parquet en bois, certaines lattes plus usées que d'autres, marquant l'emplacement des anciens meubles. Sur le comptoir de la cuisine, il y avait un bout de papier. Un mot écrit avec cette écriture arrondie et enfantine qu'Hélène avait gardée depuis l'école. Céline, urgence familiale. J'ai dû partir précipitamment. Je t'explique tout quand on se verra. Bise, Hélène. Une urgence familiale? Quelle urgence familiale? J'étais sa famille. C'est alors que j'ai, enfin, compris. Hélène avait tout vendu. Absolument tout ce que je possédais. La commode de grand-mère avec ses sculptures faites à la main. Le service à thé de maman qui avait survécu à 2 guerres mondiales avant d'arriver en France. Mes livres, mes précieux livres, collectionnés au fil de décennies d'enseignement. La télé que j'avais achetée l'année dernière, mon premier luxe après tant de temps. Tout avait disparu. Mes jambes ont flanché. Je me suis assise sur le sol froid, le dos appuyé contre le mur écaillé. Je n'ai pas pleuré. Le choc était trop grand pour les larmes. Je suis restée là, immobile. Pendant combien de temps? 1 heure? 2? Le soleil se couchait déjà quand j'ai enfin pris mon téléphone pour appeler Hélène. Numéro non attribué. J'ai réessayé. Même résultat. Message WhatsApp? Non délivré. Profil Facebook? Bloqué. C'était comme si ma sœur s'était évaporée avec mes affaires. J'ai passé la première nuit sur le sol de l'appartement vide, enroulée dans l'unique couverture que j'avais dans ma valise. À 58 ans, après une vie entière à construire, un foyer, j'étais pratiquement à la rue, dans ma propre maison. Le lendemain matin, on a frappé à la porte. C'était Madame Dubois, du 302, la voisine à qui j'avais laissé le double des clés. « Mon Dieu, Céline, qu'est-ce qui s'est passé ici ?» J'ai essayé d'expliquer, mais les mots s'embrouillaient. Comment expliquer l'inexplicable? Votre sœur, elle a dit que vous aviez autorisé une rénovation complète, que ce serait une surprise pour votre retour. Une surprise? Ma voix est sortie plus aiguë que prévu. Elle a appelé ça une surprise? Madame Dubois m'a serrée dans ses bras. Doude dame de 75 ans. C'est seulement alors que les larmes sont enfin venues. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis la mort de ma mère, 10 ans auparavant. J'ai pleuré la trahison, la perte, l'humiliation. J'ai pleuré pour tous les souvenirs imprégnés dans ces objets maintenant perdus. Dormir chez Madame Dubois cette nuit-là fut un soulagement temporaire. Un matelas moelleux, des draps propres, une soupe chaude. Mais qu'allais-je faire ensuite? Comment recommencer à zéro à ce stade de ma vie? Céline, vous devez déposer une plainte, insista Madame Dubois en me servant une autre tasse de thé. Ce que votre sœur a fait est un délit. Abus de confiance, vol qualifié, peu importe le nom qu'on donne à ça. Porteur plainte contre ma propre sœur? L'idée me retournait l'estomac. Votre sœur n'a pas hésité une seconde avant de vous laisser sans lit pour dormir, répondit-elle avec la franchise typique de quelqu'un qui a assez vécu pour ne pas perdre de temps en détour. Le lendemain, je suis retournée dans mon appartement vide. Il fallait que je réfléchisse, que je planifie. J'ai toujours été douée pour ça. Planifier, organiser, trouver des solutions. C'est ce qui faisait de moi une bonne professeure. Si je pouvais gérer une classe de 35 enfants de 9 ans, je
pouvait gérer ça aussi. Je me suis assise par terre dans le salon et j'ai ouvert un cahier. Sur la première page, j'ai écrit « Choses à faire ». C'est ainsi que je commençais toujours à résoudre mes problèmes, avec des listes. Premier, point, trouver Hélène. Deuxième, récupérer mes affaires. Troisième, ne pas tuer ma sœur quand je la trouverai. Je suis allée à la banque le jour même. Je devais vérifier mes économies, voir ce qu'il restait après le voyage. Peine entrée dans l'agence, j'ai été reconnue par Marc, un ancien élève qui travaillait maintenant comme conseiller clientèle. L'avantage de vivre dans une petite ville, c'est que tout le monde se connaît. L'inconvénient, c'est que tout le monde se connaît. Madame Céline, comment s'est passé le voyage en France ? J'ai forcé un sourire. Merveilleux, Marc. Mais j'ai eu quelques contretemps en rentrant. Je ne suis pas entrée dans les détails, mais j'ai demandé à vérifier s'il y avait eu des mouvements étranges sur mon compte. Marc est allé plus loin. En bon ancien élève qui voulait toujours impressionner sa professeure, il a passé quelques appels, consulté des systèmes, utilisé son accès privilégié. « Madame, dit-il à voix basse, j'ai trouvé quelque chose concernant votre sœur. Il y a eu des virements importants vers une clinique spécialisée près de Clermont-Ferrand. » Une clinique spécialisée, ça n'avait aucun sens. Hélène aimait bien un verre de vin ou deux, mais n'avait jamais été dans les excès. Du si. Moins pas avec l'alcool. C'est une clinique spécialisée dans la dépendance chimique, continua Marc, évitant mon regard. Je suis sortie de la banque avec plus de questions qu'en entrant. Hélène impliquée dans la drogue ? Ou quelqu'un de proche ? Son dernier mari, peut-être ? Ou... Mon Dieu, non, ce n'était pas possible. Amandine, ma nièce de 17 ans, la petite prodige de la famille, avec ses yeux vifs et ses grands rêves, celle que j'avais toujours cru voir suivre mes traces dans les études, mais avec plus d'éclat, plus de succès, plus de tout. J'ai pris le premier car pour la région de Clermont-Ferrand le lendemain matin. 5 heures de voyage, chaque minute semblant une éternité. Quand je suis enfin arrivée à la clinique, un bâtiment blanc et impersonnel en périphérie de la ville, mes soupçons se sont confirmés de la pire manière possible. Je suis Céline Dubois, la tante d'Amandine Dubois. J'aimerais lui rendre visite. La réceptionniste a consulté le système. Madame est sur la liste des visites autorisées. Vous pouvez attendre dans le salon 3, je vais vérifier si Amandine peut vous recevoir maintenant. J'ai attendu 21 minutes qui ont paru 20 ans. Quand la porte s'est enfin ouverte, j'ai failli ne pas reconnaître ma nièce. Amandine, toujours si vive et pleine d'énergie, était pâle, maigre, avec des cernes profonds. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est son regard, un regard vieilli sur un visage si jeune. Tante Céline ? Sa voix n'était qu'un murmure. « Tu es vraiment venue. » Je l'ai serrée dans mes bras comme si ma vie en dépendait. Et peut-être qu'elle en dépendait. À ce moment-là, toute ma colère, toutes les pertes matérielles semblaient dérisoires, face à la fragilité de cette jeune fille que j'avais aidée à élever. Bien sûr que je suis venue, mon amour. Pourquoi ne m'avez-vous rien dit ? Amandine a détourné le regard. Maman a dit que tu réalisais ton rêve, qu'on ne devait pas te déranger. Déranger ? Amandine, vous êtes ma famille. Nous avons parlé pendant 2 heures. Amandine m'a tout raconté. Comment ça a commencé avec des petites fêtes innocentes. Comment les choses ont dérapé. Comment son petit ami plus âgé l'a initiée à des drogues de plus en plus dures. Et comment, après une overdose, presque fatale, Hélène, désespérée, l'a admise dans cette clinique hors de prix dont le traitement n'était pas couvert par la mutuelle. Mais alors, l'argent pour payer tout ça ? Amandine fronça les sourcils. Maman a dit qu'elle avait vendu sa voiture, quelques bijoux. Elle travaille aussi à 2 endroits. Je n'ai pas eu le courage de lui dire la vérité. Pas là, pas à ce moment-là. Amandine devait se concentrer sur sa guérison, pas porter plus de culpabilité pour quelque chose qui n'était pas de sa responsabilité. En sortant de la clinique, j'avais un nouveau but. Retrouver Hélène n'était plus seulement une question de récupérer mes affaires. C'était comprendre pourquoi ma sœur ne m'avait pas fait assez confiance pour demander de l'aide directement. Je suis retournée dans ma ville et, avec l'aide de Marc, j'ai obtenu plus d'informations. Hélène travaillait dans une ville voisine, Argentan, comme employée dans une sandwicherie le jour et caissière de supermarché le soir. Elle vivait dans une pension bon marché, loin de tout ce qu'elle connaissait. Le car pour Argentan partait à 6h15 du matin. Je me suis levée à 5h, prête pour une
confrontation que je répétais mentalement depuis des jours. Qu'allais-je lui dire? Comment exprimer ma déception, ma colère, mon sentiment de trahison sans renoncer à la seule famille qui me restait? La sandwicherie était petite, crasseuse, avec une enseigne délavée par le soleil. Hélène était derrière le comptoir, ses cheveux, autrefois toujours impeccablement teints et bruchés, attachés en une queue de cheval négligée, les racines grises apparentes. Elle portait un uniforme jaune criard qui rendait sa peau maladive. Nos regards se sont croisés. J'ai vu le moment exact où la reconnaissance s'est transformée en panique. Hélène a laissé tomber le plateau qu'elle portait, renversant café et soda sur le carrelage. « C'est Céline ?»« Bonjour Hélène. Je crois qu'il faut qu'on parle. » Elle a demandé 15 minutes pour obtenir une pause. Nous nous sommes assises sur un banc public de l'autre côté de la rue. Pendant quelques instants, nous sommes restés là, côte à côte, comme lorsque nous étions enfants et attendions le bus scolaire. « Tu es allée voir Amandine ?» dit-elle finalement. Ce n'était pas une question. « Oui. Et maintenant tu me détestes. » Je ne sais pas ce que je ressens, Hélène. J'ai essayé, Céline. Je jure que j'ai essayé de trouver un autre moyen. Sa voix tremblait. J'ai vendu tout ce que j'avais d'abord. Ma voiture, mes bijoux, même mon bon téléphone portable. Je l'ai échangé contre un de ces prépayés bon marché. J'ai emprunté de l'argent à tous ceux que je connaissais. Mais ce n'était pas suffisant. Et pourquoi tu ne m'as pas demandé d'aide? La question qui me tourmentait depuis des semaines est enfin sortie. Hélène a ri, d'un rire amer, sans humour. Te demander quoi, Céline? Tout ton argent était investi dans ce voyage. Tu as économisé toute ta vie pour ça. Comment aurais-je pu te demander de renoncer à ton rêve? Alors tu as décidé de réaliser le rêve de ma nièce aux dépens de mes affaires, sans me consulter, sans me laisser le choix. Le choix? Hélène se tourna vers moi, les yeux brillants. Quel choix aurais-tu fait, Céline, si je t'avais appelé pour te dire que ta nièce avait failli mourir d'une overdose et avait besoin d'urgence d'un traitement hors de prix? Aurais-tu annulé ton précieux voyage? Bien sûr que oui. Pour qui me prends-tu? Exactement. C'est là le problème. Hélène se leva, gesticulant frénétiquement. Tu annules toujours tes projets pour nous. Tu mets toujours notre famille avant tes rêves. Depuis que maman est morte, même avant ça. Céline, la gentille. Céline, la responsable. Céline, celle qui ne pense jamais à elle-même. Je suis restée sans voix. C'était vrai. C'était absolument vrai. Amandine avait besoin de cette hospitalisation urgente, continua Hélène, plus calme. J'étais désespérée. Quand tu m'as proposé ton appartement, j'ai vu tous ces objets de valeur. C'est comme si une lumière s'était allumée. J'ai pensé, je vends tout, je paye le traitement, ensuite, je travaille comme une forçat et je remplace tout avant le retour de Céline. Bien sûr que c'était un plan idiot. Bien sûr que je n'aurais pas pu gagner autant d'argent en un mois. Mais le désespoir nous fait faire ça. Pourquoi as-tu disparu? Pourquoi m'as-tu bloqué? La honte, la peur, je ne sais pas. Hélène haussa les épaules. Chaque jour qui passait, il devenait plus difficile de te faire face. Alors j'ai pensé d'abord réunir au moins une partie de l'argent pour te rembourser. Nous sommes restés, à nouveau en silence. Tu as une liste de ce que tu as vendu? À qui? Hélène acquiesça lentement. Elle ouvrit son sac usé et en sortit un cahier à spirale, un de ceux d'étudiants. J'ai tout noté. Chaque pièce qui a acheté, combien ça a rapporté. J'essayais de rassembler le plus d'argent possible pour tenter de récupérer au moins la commode de grand-mère. Je sais combien elle comptait pour toi. J'ai pris le cahier et j'ai feuilleté les pages. L'écriture d'Hélène, toujours si négligée et hâtive, était maintenant méticuleuse, organisée. Nom, adresse, téléphone, valeur. Tout documenté avec une précision presque obsessionnelle. Ça va faciliter les choses. Faciliter quoi? La procédure, Hélène. Son visage pâlit. Tu vas me poursuivre en justice? J'ai haussé un sourcil. Je ne vais pas te poursuivre, idiote. Je vais reprendre ma vie en main. Nous allons récupérer ce qui est possible. De mes affaires. Ce qui ne l'est pas, eh bien, ce ne sont que des choses, n'est-ce pas? Comment ça? Après tout ce que j'ai fait, tu n'es pas furieuse contre moi? Oh si, je suis furieuse, et blessée, et déçue, et 1 million d'autres choses. Mais je suis aussi fière. Fière? De toi, qui te bats comme ça pour ta fille. D'Amandine, qui affronte le traitement avec tant de courage. Et peut-être un peu de moi aussi,
pour avoir enfin réalisé qu'il y a des choses plus importantes qu'une vieille commode ou un service à thé. Hélène s'est mise à pleurer de cette manière dramatique qui est la sienne, avec des sanglots bruyants et incontrôlables qui attiraient toujours les regards des inconnus. Certaines choses ne changent jamais. Arrête ça, dis-je, sans grande conviction. Je suis toujours très en colère contre toi, et il faudra du temps pour te refaire confiance. Mais nous sommes sœurs, n'est-ce pas? Que pourrions-nous être d'autres? Les mois suivants furent un tourbillon. J'ai repris les cours, dormi sur un matelas par terre, emprunté le strict minimum pour survivre. Avec le cahier d'Hélène comme guide, j'ai commencé à traquer mes affaires. Certains acheteurs, apprenant la véritable histoire, ont rendu les objets pour une somme juste. D'autres ont catégoriquement refusé. Certains, je n'ai même pas réussi à les contacter. La commode de grand-mère, ma pièce la plus précieuse, avait été vendue à une décoratrice d'intérieur de Paris. Quand j'ai enfin réussi à obtenir un rendez-vous avec elle, j'ai découvert quelque chose de surprenant. Hélène n'avait pas dit toute la vérité sur l'état d'Amandine. Votre sœur m'a dit qu'elle avait besoin de l'argent pour une greffe de moelle osseuse, expliqua la décoratrice. Une femme élégante d'une 50aine d'années. Elle a dit que sa fille avait une leucémie. Une leucémie? Le mot m'a fait l'effet d'une pierre dans l'estomac. Oui, c'est pour ça que j'ai payé plus que la valeur marchande. Je pensais aider à sauver une vie. Je suis retournée à la clinique le jour même. Amandine semblait aller mieux. Encore mince, encore pâle, mais avec une lumière différente dans le regard. Tante Céline, il y a quelque chose que maman et moi ne t'avons pas dit. Et voilà. Le diagnostic de leucémie était tombé en même temps que l'admission pour dépendance chimique. Un double coup dur, trop cruel pour être partagé d'un seul coup. La greffe est ma seule vraie chance, expliqua Amandine. Le traitement pour la dépendance, c'est juste pour me rendre assez forte pour supporter ce qui m'attend. Je suis sortie de la clinique la tête tournoyante et une décision prise. Le lendemain, j'ai demandé un congé de l'école pour la première fois en 30 ans. Pas pour voyager, pas pour réaliser de vieux rêves, mais pour organiser la plus grande vente aux enchères caritatives que notre petite ville ait jamais vue. Une vente aux enchères pourquoi ? Demanda le directeur, confus. Pour sauver ma nièce. J'ai passé des semaines à tout organiser. J'ai contacté chaque acheteur de mes anciennes affaires. Je leur ai raconté toute l'histoire. J'ai demandé des dons. J'ai mobilisé toute la ville. Anciens élèves, collègues professeurs, voisins, connaissances. Tous voulaient aider Madame Céline qui avait enseigné à leurs enfants, petits-enfants, neveux et nièces. La vente aux enchères a eu lieu dans la salle paroissiale, un dimanche ensoleillé de septembre. La plus grande surprise fut de voir, parmi les objets à vendre, ma chère commode de grand-mère. La décoratrice de Paris non seulement l'avait rendue, mais avait aussi fait don d'autres articles de sa boutique. L'événement a rapporté bien, plus que ce que nous espérions. Assez pour payer le traitement complet d'Amandine, la greffe. Et il en restait même pour remeubler mon appartement, de manière beaucoup plus simple, certes, mais qui a vraiment besoin de tant de bibelots. Hélène est revenue dans notre ville. Elle a trouvé un emploi de secrétaire dans la même école où j'enseigne. Tous les matins, nous partageons un trajet en voiture, un café et des conversations qui cicatrisent lentement les blessures du passé. Amandine est maintenant à la maison, se remettant bien de la greffe. La donneuse, sa tante Céline, bien sûr, compatibilité de 98%. C'est presque comme si nous étions vraiment mère et fille, ai-je plaisanté quand nous avons appris le résultat. Mon appartement ne sera plus jamais le même. Les meubles sont plus simples, les murs plus vides, les souvenirs moins tangibles. Mais d'une certaine manière, il semble plus vivant, plus rempli de sens. Et le voyage en Provence ? Eh bien, il est reporté pour l'instant. Mais pas annulé, plus jamais annulé. Parce que j'ai appris quelque chose de précieux. Les rêves peuvent attendre. Il suffit d'être en vie pour les réaliser. Et avoir sa famille à ses côtés rend tout beaucoup plus significatif. Hier, en rangeant quelques cartons dans ce que j'appelle maintenant mon nouveau chez-moi, j'ai trouvé une chose curieuse, au fond de l'armoire. Un petit sachet de lavande, rapporté de France. Le parfum était encore là, doux, persistant. Je l'ai posé sur ma nouvelle commode. Une pièce simple, moderne, sans histoire encore. Mais n'est-ce pas ainsi ? Les histoires ne sont pas dans les objets. Elles sont en nous. Et celle-ci, la mienne, celle d'Hélène,
celle d'Amandine, est encore en train de s'écrire, ligne par ligne, jour après jour, choix après choix. Et peut-être, juste peut-être, la prochaine fois que j'irai en Provence, je n'irai pas seule. Hélène a déjà mentionné qu'elle avait toujours voulu connaître la France. Amandine rêve d'étudier l'art à Paris. Comme disait ma grand-mère, propriétaire de la fameuse commode qui signifiait tant pour moi, « L'avenir arrive, ma chérie, que tu sois prête ou non. » Je crois que je suis enfin prête. Pas pour l'avenir que j'avais méticuleusement planifié pendant des décennies, mais pour l'avenir qui se déroule maintenant. Imparfait, imprévisible, effrayant parfois, mais infiniment plus riche que je ne l'aurais jamais imaginé. Et ça, au bout du compte, vaut plus que n'importe quelle vieille commode ou service. Athée. Plus même que les champs de lavande en Provence. Qui aurait cru qu'il faudrait que je perde tout pour enfin trouver ce qui compte vraiment ?